Et bienvenue les amis, c'est parti pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un parieur, le deuxième épisode de Dans la tête d'un parieur, votre podcast consacré au betting. Dans l'épisode précédent, Benoît, épisode qui commence à dater, c'était il y a quelques semaines maintenant, c'était le tout premier épisode. Benoît, vous avez donné la qualification du Paris Saint-Germain pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde des clubs. Ça paraît easy comme ça, mais mine de rien, il y avait une cote à un petit peu plus d'1,30 à aller croquer. Il y avait aussi les quarts de finale pour le Paris Saint-Germain avec une cote aux alentours de 2 également à aller croquer. Donc quand la value est là, Bebe est là, et donc on se retrouve pour un deuxième épisode du podcast Dans la tête d'un parieur. On va vous expliquer un petit peu aussi ce qu'on va faire dans les semaines qui viennent dans ce podcast. Et alors là, je peux vous dire qu'il est pressé de vous retrouver. Il est dans une forme, Monsieur Benoît, alias Benoît Tréanton. C'est ton podcast. Comment tu vas, mon Bebe? Ouais, salut Vincent. Vincent, je vois que t'as mangé du lion. Et c'est très bien. Écoute, moi je suis impatient que la saison recommence dans tous les sports. Comme j'aime le dire, je suis un généraliste spécialiste, rien à voir avec la médecine, mais voilà, j'adore tous les sports et avec certaines spécialités. Donc là c'est bon, l'été est passé. Effectivement, le premier épisode, ça fait quelques temps qu'on l'a fait, mais ça y est, là on est lancé et très impatient de commencer. Ah ouais, t'es impatient que la saison reprenne et puis impatient que ce podcast démarre. Alors juste avant d'attaquer, donc on se retrouve pour la preview et pour les PLT de la Ligue 1 saison 2025-2026. On va parler aussi très très rapidement du handball, également handball féminin au programme du prochain épisode, et puis de la première ligue, là, la saison qui reprend. On va quand même un petit peu resituer rapidement. Alors, je pense qu'on vous expliquera un petit peu ce qu'on va faire dans le podcast au fur et à mesure. On avait prévu de faire un épisode 0, mais je pense que cet épisode 0, on va le répartir un petit peu sur tous les premiers épisodes de Dans la tête d'un parieur. Alors, Benoît, il y a des gens qui me connaissent, il y a des gens qui nous connaissent tous les deux, il y a aussi des gens qui nous connaissent ni toi ni moi. Alors, voilà, on peut dire, Benoît, on va résumer en quelques secondes. D'ailleurs, je vous invite à aller, Benoît va pas s'en vanter parce qu'il va pas le dire, mais allez taper sur YouTube, il ruine les bookmakers. Il y a un petit sujet sur toi qui est passé. C'était il y a combien de temps d'ailleurs, Benoît, ce sujet qui est passé à la télé, un sujet qui était passé sur toi et qui racontait à l'époque ta vie de parieur sportif professionnel. Ouais, c'est ça. C'était reportage sur W9 et ça fait 8 ans à peu près, quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, je prépare quelque chose, parce que j'ai repris le reportage. Et j'ai fait en fait où j'interviens et j'explique un peu ce qui s'était passé pendant ce reportage-là, parce qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été dites là-dessus. Donc je vais rétablir la vérité sur ce reportage. Donc je mettrai bientôt ça sur YouTube. On verra sur quel support je vais mettre ça, mais il me tarde de mettre ça pour avoir vos réactions. Mais oui, ça fait 8 ans. Donc depuis, mes enfants ont bien grandi et moi j'ai vieilli. Donc c'est sympa. Mais ça a été très intéressant à faire, effectivement. Et puis écoute, voilà. Alors dans la tête d'un parieur pro, j'ai évolué aussi depuis quelques années. Et justement, vous allez tout au long des podcasts savoir un petit peu que je suis devenu dans les paris sportifs. Voilà. Parce que ce qui est quand même assez contre-intuitif, c'est que cet épisode, ce reportage a été fait il y a 8 ans, mais il a véritablement explosé ces derniers mois sur les réseaux sociaux. Et il est monté à plus d'1 million sur YouTube. Ça éclate. La dernière fois que j'ai vu, c'était 1 million sur TikTok, donc ça doit être encore beaucoup plus haut alors qu'il est. Donc forcément, il y a des gens qui pensent que c'est un truc qui a été tourné il y a très très peu de temps. Donc voilà. Donc là, t'es parti dans différents business, et là vraiment c'est pour ça que tu lances ce podcast. C'est que là vraiment tu veux te replacer, te resituer vraiment dans les paris sportifs et en faire ton cœur d'activité, c'est-à-dire partager ton expérience, ton expertise avec tout le monde comme tu sais faire et comme tu as su toujours faire. Ouais, voilà, c'est ça. C'est alors si je peux dire quelque chose et je développerai plus tard, mais en fait j'ai signé, entre guillemets, un contrat d'exclusivité avec une boîte pendant quelques années, et en fait, c'est pour ça que je pouvais pas continuer tout ce que j'avais fait à côté dans les paris sportifs, et voilà. Et depuis, ça s'est fini il y a à peu près 1 an, ce contrat-là que j'avais d'exclusivité avec une boîte. Et c'est pour ça que j'ai retrouvé ma liberté et que de toute façon la passion est toujours là, donc j'ai envie de la partager, de parler de paris sportifs avec pas mal de projets en cours. Voilà, donc on vous expliquera tout ça au fur et à mesure.
Ok, on va juste expliquer quand même un petit peu l'état d'esprit du podcast. Hein. Voilà, on reviendra, on redétaillera sur tout ça. Mais déjà, Benoît, soyons clairs, nets et précis, c'est pas un podcast de tips. Non, c'est ça. C'est en fait aujourd'hui, voilà, on veut prendre du plaisir à vous partager un peu des analyses, des ressentis, c'est de l'aide à la prédiction. Voilà, tout simplement. Et parce que voilà, aujourd'hui, je regarde pas mal de choses, je lis pas mal de choses au niveau sportif, donc ça permet aussi à ceux qui vont nous écouter de gagner du temps. Et voilà, donc c'est plutôt de l'aide au paris sportif que du tips pur et dur qu'on peut connaître à droite à gauche. Voilà, il y aura pas de suivi bankroll, mais moi, ce qui m'empêchera pas, Benoît, en tant que premier auditeur de ce podcast, hein, vu que je l'anime, je suis aussi le premier auditeur, de prendre un petit peu tout ce que tu vas donner. Voilà, je donnerai un petit peu mes pourcentages, mes bises de bankroll, mais voilà, une bankroll, c'est tellement individualisé en fait en fonction de chaque individu, donc c'est vraiment compliqué voilà, c'est finalement c'est finalement abstrait. Donc voilà, donc tu donneras des analyses au fur et à mesure, et après, libre à chacun de juger un petit peu la pertinence de ce que tu vas analyser, de ce que tu vas donner, et ensuite d'en faire bon escient ou pas. C'est ça, on n'est pas gestionnaire de patrimoine. c'est pas le but du jeu. Non, là, c'est de prendre du plaisir à faire l'émission, que vous, j'espère que vous prenez du plaisir à nous écouter, et on va un petit peu débroussailler certaines choses qui peuvent vous servir pour faire potentiellement des paris, des choses comme ça. Donc voilà, et de temps en temps, je vous donnerai quand même quelques orientations quand même, voilà, que je peux prendre, et Vincent, lui décidera ou pas si il prend dans sa bankroll qui va, comme il vous a dit, il va essayer de suivre quelques paris, et on fera potentiellement le bilan plus tard. C'est déjà bien parti là avec 4 paris, hein, la Coupe du Monde des clubs, les quarts de finale, les huitièmes de finale, et puis les derniers que tu avais donné aussi dans Parier Gagnant, ton ancien podcast avec Pierre-Yves. Là, il y avait de la descente de Montpellier en Ligue 2, il y avait du Paris FC en Ligue 1, donc voilà, j'ai déjà un peu croqué grâce à toi. Benoît, ce qui est hyper important aussi, une notion qu'on aura l'occasion de développer, mais une notion à laquelle tu tiens, c'est l'esprit père de famille. Ouais, c'est ça. Par rapport à mes débuts, ça fait quelques années maintenant, j'ai pris de l'âge. D'ailleurs, dans le reportage, on entend que j'ai, un de mes enfants est tout petit. Maintenant, je suis père de famille. J'ai 46 ans. J'ai un enfant de 10 ans et un enfant de 7 ans. Autant vous dire que j'ai plus le même état d'esprit que quand j'avais 25 ans, quand j'étais dans les paris sportifs. Et voilà. Ouais, moi, aujourd'hui, mon optique, c'est, voilà, comme je le suis, c'est moi-même, en fait, je suis un père de famille. Donc voilà, moi, aujourd'hui, je fais du pari sportif en tant que bon père de famille, et voilà, vous avez forcément moins de temps à 46 ans potentiellement que vous en aviez à 25. Pourquoi ? Parce que vous avez des enfants, potentiellement une femme, un conjoint, voilà, et donc la vie fait que vous êtes obligé d'optimiser votre temps, voilà, parce que la vie des enfants, ça passe très très vite, et t'as envie de passer du temps avec eux aussi, voilà, donc je passe forcément moins de temps que je passais avant, et toi tu le sais, je regardais par exemple pas mal de matchs NBA à la télé, des choses comme ça, vu que c'est la nuit, le matin faut se lever pour emmener les enfants à l'école. Donc voilà, moi je suis dans cette optique-là, aujourd'hui dans l'optique du bon père de famille, qui fait du pari sportif, voilà. Je suis pas addict, parce que ça on entend souvent autour de moi, sans dire que ça existe ou pas, mais ça existe, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, voilà, moi on peut faire du pari sportif aussi, voilà, en s'amusant et en essayant de potentiellement prendre du plaisir, et peut-être gagner un peu d'argent pour arrondir ses fins de mois. Sans dire que vous viendrez de millionnaire, parce que ça faut arrêter. Ça c'est ce qui c'est la fumisterie, et je fais pas partie de cette catégorie-là en fait. Voilà, donc toujours des analyses raisonnées. C'est aussi un petit peu l'état d'esprit père de famille qu'on retrouve un petit peu dans tes bêtes. Hein, voilà. Alors je le dis, hein, vous à l'écoute du podcast Dans la tête d'un parieur, vous n'êtes pas obligé d'avoir des enfants pour écouter le podcast. Non. C'est vraiment un état d'esprit. C'est-à-dire moi je le vois avec l'expérience que j'ai dans mon podcast qui s'appelle Le Coup Tordu, un podcast de cyclisme, c'est que il y a des mecs. Il y a des mecs, merci Benoît, tu es déjà passé dedans, mais il y a des mecs qui ont 20 piges et qui ont cet état d'esprit, on va dire, ce que tu décris père de famille, c'est-à-dire raisonné, raisonnable, et il y a des mecs qui ont 45 piges et qui te mettent des
combinés en veux-tu, en voilà, qui font littéralement mais n'importe quoi et qui sont des fois qui peuvent aussi potentiellement se mettre en danger et mettre leur famille en danger. Donc des mecs qui ont 20 piges et qui sont dans le bon état d'esprit, ils sont déjà dans ce que tu appelles esprit père de famille. Ça veut dire un esprit raisonnable et raisonné. On va bien évidemment donner les mentions légales. On rappelle que jouer avec excès comporte des risques. On rappelle également que on n'incite absolument personne à faire des paris sportifs. Vous pouvez aussi écouter Dans la tête d'un parieur pour avoir des analyses, un petit peu de preview. On parle de paris sportifs, mais il y a aussi des jeux de fantasy. Vous aurez peut-être des indications sur des joueurs. Voilà, on parlera peut-être de Sorare. Il y a pas mal de jeux de fantasy qui existent à droite à gauche. Donc vous aurez aussi des orientations. Encore une fois, podcast multisport. Et les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. Et on le répétera jamais assez. Et on est aussi là pour un petit peu que tout ça se passe bien. Benoît, on y va pour la Ligue 1 ? Allez, c'est parti, pas de problème, écoute, je te suis. Écoute, preview de la Ligue 1, on va pas rappeler comment fonctionne la Ligue 1, 18 clubs, c'est quoi cette année, les 4 premiers en Ligue des Champions avec un barrage, 2 qui descendent plus un barragiste. Bon, ça, Ligue 1, on n'a pas besoin d'expliquer un petit peu comment va fonctionner la compétition, tout le monde connaît. Moi, j'ai envie de mettre les pieds dans le plat directement, Benoît. Alors bien évidemment, tu as analysé l'histoire de fond en comble. Je crois qu'on a le Paris Saint-Germain qui est donc à 1-11 en PLT. Est-ce que après tu vas développer bien évidemment tout ce que tu as creusé, mais moi c'est la question que j'ai un petit peu envie de te poser. Est-ce que cette cote là, on a moyen éventuellement d'en faire quelque chose dans un petit combiné avec un autre truc quelque part en Europe? PSG 1-10, 1-11, 1-12, ouais, parce que c'est à peu près cette cote-là. Faut savoir que l'année dernière, j'avais regardé, c'était 1,20, 1,25, voire 1,30. Mais bon, tout le monde se rappelle que c'était compliqué l'année dernière, avant que la sauce Luis Enrique prenne. Donc c'est normal que la cote était plus importante. Bon là, ils sont champions d'Europe. Ils ont gagné hier soir. Alors par le trou de la souris, contre Tottenham, la Supercoupe. Donc c'est super, ça leur fait un trophée de plus. Mais oui, style cote PSG 1,10, ça c'est pas à prendre en sec, bien sûr. Sachant qu'en plus certains bookmakers, quand la cote est trop basse, ils vous autorisent pas à la prendre potentiellement en simple. Oui, ça peut potentiellement rentrer dans un combiné. Alors attention, combiné c'est toujours pareil, hein. Il y a à boire et à manger, pas des combinés pour faire des cotes, une cote à 1000 par exemple. Mais voilà, moi j'estime que des combinés avec des cotes qui oscillent entre 1,62, c'est plutôt sympa. Toujours pareil, il faut que ce soit valu. Moi aujourd'hui le PSG 1,10, ce qui veut dire que potentiellement 90 fois sur 100 PSG champion de France. Honnêtement, je verrais plus haut que ça en fait. Donc pour moi même le 1,10, il est 1,10, 1,11, 1,12, c'est valu. Donc oui, potentiellement ça c'est une cote que tu peux mettre dans un combiné avec d'autres paris, voilà. Et est-ce que ils ont repris aussi l'entraînement un petit peu tardivement? On a vu que ça a galéré en Supercoupe contre Tottenham. Est-ce que on peut aussi imaginer un mois d'août peut-être un petit peu poussif et voir la cote peut-être aller à la 3e, 4e journée, peut-être avant la première trêve internationale, se retrouver à 1,15, 1,20 avec un PSG qui aurait été un peu accroché, qui aurait fait 2-3 matchs nuls? Ça te paraît envisageable? Là, pour avoir entendu Luis Enrique, ce qu'il a dit là il sait que ces joueurs, ils ont une semaine dans les jambes. Donc forcément, il a vu que c'était un petit peu compliqué contre Tottenham. Et d'ailleurs, ils sont revenus quand ils ont mis du sang frais en fait, quand ils ont mis des remplaçants. Il sait très bien que ça va être compliqué. Mais je vais te dire, le PSG, il s'en fiche. Enfin, pour moi, dans ma tête, j'ai déjà inclus que sur les 3-4 jusqu'à la trêve, on va dire, jusqu'à la trêve internationale là qui aura lieu en septembre. Voilà, ce sera pas le vrai PSG. Alors tous les clubs qui vont les rencontrer, ils se frottent des mains parce que potentiellement ils vont peut-être pouvoir prendre un point. Ça commence par Nantes ce week-end. D'ailleurs, je lance comme ça, mais un Nantes avec un handicap potentiellement peut être sympa à prendre. Que j'ai du mal à voir PSG mettre une rouste à Nantes. Même si Nantes, on en reparlera cette année, ça va pas être terrible, je pense. Je vous dirai ça tout à l'heure, mais voilà, oui, PSG en tout cas. PSG hier c'était coté 1,40, Tottenham à 6. Pour avoir discuté avec quelques personnes, on échangeait et tout, j'aurais dit mais c'est pas possible. Enfin, les books prennent pas en compte la fraîcheur physique et ça se voit. Tu peux être meilleur techniquement et puis si t'as pas le kérosène dans le moteur, t'avances pas. C'est un peu ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, Luis Enrique dit qu'ils auraient jamais dû gagner. Hein. Ils étaient en dessous de Tottenham. Je répète juste ses propos en conférence de presse. Donc écoute, oui, je pense que PSG dans les premiers matchs, ça va être un petit peu plus poussif.
mais je te dis que ça les empêchera pas d'être champion de France à la fin du championnat, tu vois. Sur cette Ligue 1, Benoît, on va commencer un petit peu par les équipes du haut du classement. Toi, qu'est-ce que tu as vu? Moi, je te laisse même un petit peu libre choix. Qu'est-ce que tu as vu? Ouais. Qu'est-ce que tu as analysé? Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui te fait de l'œil sur cette saison 2025-2026? Alors déjà, je vais donner à peu près, je vais donner quelques paramètres. C'est moi qui me semble important quand vous essayez d'analyser en profondeur un championnat, hein, que ce soit Ligue 1, voilà, c'est la Ligue 1, mais il faut les prendre en compte. Tu n'analyses pas un championnat ou potentiellement des paris long terme comme tu vas analyser des paris court terme. Alors retenez bien que paris long terme, je dirais PLT, et paris court terme, je dirais PCT. Ça fait des années que j'emploie ces termes-là et c'est un peu rentré dans le langage commun. Donc quand j'essaie d'analyser un championnat pour de potentiels PLT, en fait, ce que je vais forcément regarder, c'est si l'équipe joue une Coupe d'Europe, parce que moi je prends mon club de cœur l'année dernière, on a bien vu quand on joue en Ligue des Champions, on a fait quand même honneur à la France. Pour ceux qui savent pas, moi mon club de cœur c'est Brest, Stade Restart 29. En fait, on a été du jeu en route et on finit quand même 9e. Voilà, avec une Ligue des Champions qu'on n'a pas galvaudée, et avec une équipe, et ça aussi j'y reviendrai, qui était pas complète sur les 2-3 premiers matchs. Le premier match, on se prenait 5-1 contre Marseille, c'est parce qu'en gros on a une équipe B. Et ça, faut faire attention aussi, parce que les transferts, je le répète, en France, c'est jusqu'à fin juillet en fait, jusqu'à fin août, pardon. Donc ça veut dire que le championnat va commencer ce week-end et vous avez encore des équipes qui vont vendre des joueurs et qui vont en acheter. Donc faut faire attention à ça. Donc vous avez à regarder les équipes qui jouent la Coupe d'Europe parce que c'est un handicap, voilà. Et il y a des équipes qui vont doubler les postes et d'autres qui pourront pas parce que voilà, je vous rappelle peut-être mais que la Ligue 1 financièrement ils sont dans le caca. C'est un peu compliqué. D'ailleurs ils lancent leur chaîne. On va voir si ça prend, mais j'espère pour eux parce que sinon ça va être très très compliqué. Donc savoir si l'équipe joue la Coupe d'Europe et s'ils ont réussi à doubler les postes, ça veut dire est-ce qu'ils ont un budget conséquent pour ça ou pas. Ce qui veut dire aussi que est-ce qu'ils ont un mécène derrière ou pas. Style Pinot à Rennes par exemple. Voilà, donc il y a des clubs comme ça qui ont des gros investisseurs derrière et d'autres n'en ont pas. Donc déjà ça fausse les règles du jeu. Quelque chose aussi que je regarde beaucoup, c'est la stabilité d'une équipe. Parce que pour moi, une équipe qui est construite sur des bases saines, solides et qui change pas trop l'effectif, il n'y a pas de raison que ça se mette à déjouer. Je vais encore reprendre un exemple de Brest. On vient de perdre Madi Camara hier qui est à Rennes et voilà, je lui souhaite tout le bonheur du monde à Rennes, même si c'est des concurrents en Bretagne. C'est un super joueur et Rennes fait une très bonne pioche à 10 millions. Nous, ça nous enlève un très très bon joueur. J'espère qu'on va réussir à le remplacer. Mais à part Madi Camara et notre God Bizot qui est parti à Aston Villa, écoute, on a récupéré le goal de Monaco là, Mayeki. Voilà, c'est assez stable. Donc tu vois, Brest c'est assez stable. T'as des clubs après qui ont perdu quand même pas mal de Nantes. Ils se sont fait dépouiller. Toulouse s'est fait dépouiller. Il y a des clubs comme ça où tu te dis déjà. Bon, il faut un peu de temps pour que la mayonnaise prenne, tu vois. Donc, Lille, la stabilité aussi, c'est important pour moi. Lille, tu retires les 2 meilleurs joueurs? Lille. Jonathan David et Lecomte. Et Chevalier. T'as Zegrova qui va peut-être partir à Marseille. Il y a des discussions qui se sont ouvertes tous les deux. Et je crois qu'il y a même, de mémoire, il y a votre défenseur central. Je vais te dire une connerie, c'est Diakité, je crois, qui apparemment aussi là est sur les tablettes de Nottingham Forest, il me semble, quelque chose comme ça. Oui, Lille aussi. Voilà, et quand vous allez voir à quelle hauteur les bookmakers les mettent, il y a des choses moi qui me font sauter au plafond et qui me disent potentiellement il y a des values sur d'autres équipes. Donc voilà, je tenais juste à faire ça, c'est que moi ce que je regarde c'est ça, c'est est-ce que l'équipe joue les Coupes d'Europe au niveau de la stabilité et est-ce que derrière il y a du budget ou des mécènes. Pourquoi? Parce que si jamais t'es dans la merde à un transfert de Noël, tu rajoutes un peu de blé et ce qu'a fait Lyon, hein. Rappelle-toi, Lyon, il y a pas encore longtemps, ils étaient dans la charrette à Noël quasiment. Et puis ils ont changé la moitié de l'équipe et puis ils ont fini quasiment 8e, je crois. Ça c'est facile, ça c'est très très facile. Donc ça c'est à prendre en compte et tous ces paramètres-là c'est prendre en compte. Voilà. Alors je vais pas mettre ça dans de l'intelligence artificielle, de la data. Voilà. Ici, je vous dis, je fais des analyses aussi en bon père de famille. C'est l'expérience que j'ai acquise depuis de nombreuses années et toutes les observations que j'ai pu faire pendant ces nombreuses années qui font que des fois je vois des choses que potentiellement peut-être une IA ou quelque chose comme ça ou les data ne voient pas, parce que pour ceux qui savent pas, j'ai aussi été bookmaker,
J'ai été coteur sportif chez un bookmaker, donc je connais l'envers du décor et je sais comment ça se passe. Alors, Voilà. il y a un truc qui est important aussi, Benoît, cette saison, et quelque chose que tu regardes, c'est aussi la Coupe d'Afrique, qui arrive à une période, on va dire, charnière de la saison. Hein. Janvier-février, c'est souvent là où on se retrouve au tournant décisif de la saison, et tu regardes un petit peu quelles sont les équipes qui potentiellement vont se faire dépouiller sur cette partie très importante de la saison. Alors ça c'est vrai, et ça va être moins vrai cette année. Je t'explique pourquoi, parce qu'au fait de la CAN, ça a lieu du 20 décembre au 20 janvier. Tu vois, en gros, c'est un petit peu sur la trêve, et je crois qu'ils ont fait d'ailleurs exprès. Donc en gros, voilà, les premiers matchs ont lieu le 21 décembre et ça finit le 18 janvier. Donc si tu regardes le championnat, grand maximum, je crois que tu as 2 matchs en fait. D'accord. Que les internationaux africains vont louper. Non, mais c'est très important parce que avant, je prenais toujours ça en compte pour Metz. Alors s'il y a des supporters de Metz, je les salue parce que Metz, ils ont un gros contingent africain. Ils ont une école au Sénégal et en fait, ils leur ramènent beaucoup de joueurs. Et des fois, il y a des pépites, hein, voilà. Mais quand t'as la moitié de l'équipe qui part à la CAN, bah forcément, quand il y avait la CAN, bah Metz tirait la langue sur 3-4 matchs. Bon là, cette année, c'est 2 maximum, et encore, il faut que les joueurs que tu as dans ton équipe soient dans des équipes africaines qui vont loin. D'accord? Bon, ça, c'est compliqué à dire aujourd'hui, mais effectivement, donc, moi, sur ma feuille aujourd'hui, quand j'ai fait mon analyse des PLT, pour savoir si je m'étais Metz ou pas relégué, comment j'allais dire, la CAN a un poids moins grand, je l'avoue, que il y a 2 ans, par exemple, quand Metz était encore en Ligue 1, où je les avais pris défendre parce que déjà je me disais que là ils allaient perdre pas mal de points. Mais t'as bien fait de le préciser. Alors, on va aller dans le vif du sujet, Benoît. Donc, voilà, véritablement, qu'est-ce que tu as débusqué, qu'est-ce que tu as vu comme value, de quel côté veux-tu te diriger? Bah écoute, on va commencer par le haut et on va descendre. Allez. Alors après aujourd'hui, comme je te dis, il reste à peu près une petite quinzaine de jours de transfert de mercato. Et pour des équipes, ça va être super crucial. Pour d'autres équipes, je ne vais pas vraiment changer la donne, PSG par exemple. Mais pour d'autres équipes, ça peut changer. Donc je vais un peu prendre les équipes au fur et à mesure dans le classement que potentiellement moi j'imagine. Alors des fois, le classement, je vais hésiter entre 3-4 équipes pour 3-4 places. Mais tu verras à peu près où elles sont classées. Bon, PSG, je reviens pas dessus, hein, d'accord. Le PSG, je les mets devant tout le monde. Voilà. Quand tu as les Coronets de perdre Donnarumma, et bon, tu prends quand même Lucas Chevalier derrière, même si hier il a fait une petite faute de main, mais enfin bon, on va l'excuser. Enfin, Chevalier, c'est l'avenir. Mais tout le respect que j'ai pour Donnarumma, et puis Donnarumma, apparemment, il va rebondir à Manchester City, donc ce sera très bien pour lui. Donc PSG, j'y reviens pas, vous avez compris. Après, moi j'ai mis, alors il y a un duel des bookmakers entre l'OM et Monaco. Je mets l'OM devant. J'explique juste pourquoi. Je trouve que en fait leur mercato est très intelligent. Bon, même si Pachao, tu le surpayes, en plus il s'est blessé la cuisse en juillet, donc il reviendra qu'en septembre. Donc oui, tu pourras compter sur lui qu'après la trêve. Mais bon, il y a quand même des choses, il y a quand même des choses très intéressantes. En plus, il parle de potentiellement de faire venir Zegrova. Bon, même si c'est un très bon joueur, très talentueux, mais dans la tête, si tu veux, le gars des fois il peut ça peut sauter, quoi. Donc avec des herbies, on va voir un peu le cocktail que ça peut donner. C'est pas fait, hein. Voilà, c'est pas fait, mais c'est dans les tuyaux. Non, ils sont bien renforcés. Je leur souhaite qu'ils fassent une belle Ligue des Champions comme potentiellement Brest on l'a fait pour apporter des points UEFA à la France. Mais voilà, l'OM, moi, top 2, deuxième vice-champion de France. J'y crois dur comme fer. On va dire, c'est pas très compliqué. Monaco est troisième. Alors Monaco aujourd'hui, j'ai un gros point d'interrogation. C'est à Cliouche, reste ou pas. C'est quand même leur meilleur de jeu. Voilà, c'est un futur, je pense, grand en équipe de France. Et apparemment, il partirait de tête. Donc je mets un petit point d'interrogation sur Monaco. Je crois pas du tout en Pogba et je crois pas du tout en Fati. Ça c'est mon avis, hein, d'accord. Ça c'est ma réflexion. Voilà, pour avoir lu pas mal de choses. Pogba, ça fait tellement longtemps qu'il a arrêté de jouer. Alors peut-être aussi que c'était des blessures psychologiques avec tout ce qui s'est passé avec sa famille. Mais en tout cas, j'y crois pas. Et Fati, pareil, ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas produit un bon match que ça peut mettre du temps à revenir et ça se trouve ça reviendra jamais.
Donc c'est pour ça que là, Monaco, je les mets troisième. Mais si Aki ou je pars, ils peuvent se faire passer devant. Alors après, tu vas me dire se faire passer devant par qui? Voilà, ça c'est l'histoire. Et là, je vais parler d'une équipe qui vient un peu contrebalancer ce que j'ai dit tout à l'heure, la stabilité. C'est Strasbourg. Alors Strasbourg, c'est Chelsea en fait qui est derrière. Hein, voilà, si vous ne saviez pas. C'est pour ça qu'ils ont pas mal ça change pas mal, ça tourne pas mal par rapport à l'année dernière. Bon, ce qui est embêtant, c'est qu'ils ont perdu Petkovic, qui leur a fait quand même gagner beaucoup de points, le gardien. Mais bon, ils l'ont remplacé quand même par un gardien qui je pense fera l'affaire. Et ils sont, voilà, aujourd'hui ils peuvent dire un non à Nottingham Forest qui propose 40 millions pour Bakwa. Donc c'est quand même c'est quand même intéressant. Donc Strasbourg pour moi potentiellement troisième et 4, 5, 6, franchement je les vois bien. Et ils ont aussi pris Paes. Paes c'est un Sud-Américain très jeune, mais que Chelsea il est trop jeune pour Chelsea. Qu'ils ont prêté à Strasbourg pour qu'il ait du temps de jeu. Et certains disent que c'est le futur Messi, on va se calmer. Mais j'ai hâte de voir Strasbourg jouer cette année avec Rosseignor à la baguette. Voilà. Donc Strasbourg, je les mets assez haut, vous avez compris. Lille, Lille, tu vas pouvoir nous en parler, c'est un peu ta région. C'est un peu ta région, je crois. Voilà. T'as des infos sur Lille ou pas, Vincent? Bah écoute, pas plus que tout le monde, à part que Genesio, moi je le dis, hein, je suis devenu une burne intersidérale en foot. Genesio qui réclame des recrues à tort et à travers, donc ça en général, quand il commence un petit peu à beugler sur son staff, généralement, sur ses dirigeants, généralement ça va pas. Lucas Chevalier, alors j'y connais pas grand chose en foot, mais le seul truc c'est qu'un jour j'ai dit un truc en foot dernièrement qui était pas si con que ça. J'étais passé dans le podcast de Magic Mehdi dans Sorar Media et à l'époque, on parle déjà beaucoup de vélo, et il me dit bon voilà, tu suis quand même encore un peu le foot, si t'avais un joueur sur Sorar comme ça à donner, je dis bah voilà, pour l'instant il est pas sur Sorar, mais j'attends vraiment que sa carte elle sorte, c'est Lucas Chevalier, c'est le goal de Valenciennes, je dis le mec est incroyable. Alors pour la petite histoire, pendant des semaines et des semaines, parce que Chevalier était prêté par le LOSC, pendant des semaines et des semaines, je surveille Sorar pour que la carte de Chevalier arrive sur le marché primaire, je surveille pendant des semaines à l'intersaison, parce que Lucas Chevalier revenait au LOSC, il était même remplaçant en tout début de saison, et il y avait un gardien brésilien, je crois, qui était là, tout le monde l'a oublié celui-ci, et la seule semaine où je regarde pas, c'est le moment où Sorar met la carte en vente sur le marché primaire. Et puis derrière, il devient titulaire au LOSC. Vous connaissez la suite de l'histoire. Équipe de France, Paris Saint-Germain. À l'époque, je crois, la carte, elle valait 150 balles. J'ose même pas regarder le prix aujourd'hui. Donc voilà. Au moins, j'ai dit un truc qui était pas trop con sur le foot. Non, après, évidemment, quand tu perds Jonathan David et Lucas Chevalier, alors il y a un goal turc là qui va arriver. Encore une fois, je suis pas premier sur le foot, mais Lille, en plus, ils vont aller se geler le cul le jeudi soir en Ligue Europa. Et ça, je peux vous dire que les matchs dans le Nord le jeudi soir, alors autant la Ligue des Champions c'est sympa, tu vois, le mardi, le mercredi ça fait plaisir, mais tu vois, au mois de les Nordistes connaissent ça, hein, les Lillois, les Lensois. Le jeudi soir, quand tu sors du stade, que tu bosses le lendemain, qu'il est 23h, tu sais, que t'as le petit froid du Nord qui claque sur les joues, tu sais, t'as à peine l'odeur des frites pour te réchauffer. C'est quand même une ambiance particulière. Donc je pense que sur la Ligue Europa, je m'attends pas à des stades pleins du côté du stade Pierre-Mauroy, je m'attends à des demi-stades. Et puis le public lillois, il en faut beaucoup pour l'exciter. Là, il a bouffé du caviar l'année dernière avec la Ligue des Champions. Là, ça risque d'être un petit peu retour à l'atterrissage. Donc après, Genesio, ça reste quand même solide. Mais honnêtement, je les vois vraiment, mais vraiment pas top 4, quoi. Mais vraiment pas. C'est fou, hein. Ils ont perdu beaucoup de monde. Non, c'est compliqué. Ça fait partie des équipes cette année qui vont être à la lutte pour la 4e place. Et encore, quand tu vois qu'en France, le 4e en barrage, généralement, il fait pas grand-chose. Regarde Nice, c'est la cata. Donc je me demande encore à quoi elle sert la place de barragiste pour nous. Mais Lille, Lille, il y a beaucoup de départ. Franchement, j'ai du mal à voir Lille mieux classé que 5e. Tu vois, je pense même qu'ils seront pas barragistes. Alors c'est rigolo, j'en ai pas encore parlé, mais j'en parle aussi dans les paramètres. On parle d'intelligence artificielle et tout ce que tu veux. Opta, qui est aujourd'hui une grosse société qui donne des analyses, des prédictions. En fait, il lance un logiciel qui fait 10 000 je crois que c'est 10 000 en fait, 10 000 projections en fait sur un championnat, et ils te sortent après ce qui ressort de la machine.
Bon, alors là, ils m'ont sorti un truc de fou. C'est PSG premier, Lille deuxième. Donc, ça contredit ce que je dis, mais bon, l'intelligence artificielle n'a pas toujours raison, sinon ce serait trop facile de la suivre. Mais non, pour moi, Lille, s'ils sont quatrième, ce sera déjà très très bien. Mais je les vois plus 5 ou 6. Donc Strasbourg, t'as bien compris, je les vois 4. Lille, je les vois plutôt 5 ou 6. Olivier Giroud, magnifique joueur. Hein. Enfin, de toute façon, aujourd'hui, en équipe de France, personne peut critiquer un petit peu sa carrière. Il a été expert à Los Angeles. Mais bref, ce qu'il faut comprendre aussi, ce que je ne sais pas, c'est qu'à Los Angeles, l'entraîneur qu'il a fait venir, il a changé. Et après, la tactique, c'était à fond devant. Ah, mais Giroud, c'est pas ça. Giroud, c'est un peu comme notre Ajorc à Brest. C'est-à-dire, c'est un point d'appui, c'est un mec qui va te dévier la balle de la tête. Donc voilà. Mais d'ailleurs, il y avait un pari plus ou moins de 9,5 buts. Je pense qu'il peut en marquer plus de 10. Voilà. C'est juste une observation. Je pense qu'il peut Olivier Giroud peut marquer plus de 10 buts. C'est lui qui tire les pénaux cette année. Ben justement, ça pas encore. Je crois que j'ai pas encore entendu qui tire les pénaux. Donc justement, et tu fais bien de le dire, c'est un paramètre très très important par rapport à un buteur, et on y reviendra. On y reviendra potentiellement tout à l'heure en fin d'émission par rapport au meilleur buteur du championnat de France. Voilà, que j'avais repéré quelque chose. Après, je vais te parler de Lyon. Alors Lyon, si quelqu'un a compris que les mecs ils ont 500 millions de déficit et qu'ils n'arrêtent pas d'acheter à tour de bras des joueurs, faut m'expliquer. Comment c'est possible? Là, j'ai écouté tout à l'heure une émission de Supporter Brestois. Les mecs, ils hallucinent, quoi. C'est quand même dingue. Ils arrivent à prendre des joueurs à 8-10 millions alors qu'ils ont 500 millions de dettes. Bref, nous, on n'a pas de dette. On peut pas mettre d'argent, on peut pas mettre plus de 2, 3, 4 millions sur des joueurs. Millions, ils peuvent. Donc déjà, ça, je comprends pas. comment c'est possible? Bref, mais en tout cas, ils arrivent à composer une équipe plutôt intéressante. Là, ils viennent de faire venir De Tchèque. Et surtout, alors vous allez bien retenir son nom, c'est qu'ils ont une petite pépite qui arrive. Il s'appelle Musa. Je crois que il a 16 ans ou 17 ans, je sais plus. Il a fait des matchs de fou. Voilà, apparemment, il a ébloui Tolisso, par exemple. Il a dit, mais ce gars-là, il va aller très très loin. Donc écoute, à voir ce que ça va donner. Lyon, le gros problème cette année, c'est qu'ils vont aussi jouer la Coupe d'Europe. Ils ont un très bon 11, mais il n'y a pas de banc. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de banc, donc ça va être très dur sur la longueur. Donc je les vois pas non plus de 5, 6, pas plus haut. T'as Lens. Alors Lens, que tu connais aussi, Vincent. Ils ont perdu aussi pas mal de monde. Ils ont perdu Medina, qui est à Marseille. Ils ont perdu Danso. Lens était réputé pour être une super défense. Bon bah déjà, quand on a 2 défenseurs, c'est compliqué. Thauvin est venu, super. Apparemment, il a fait une bonne prépa, pas de souci. Il joue en Italie l'année dernière. Mais je pense que ça va être trop juste aussi pour Lens. Donc Lens, je les vois plutôt, autour de la 7e place. Pour Lens, alors là, vous allez me dire, mais Nice, pour l'instant, nous autres, on n'a pas parlé alors qu'ils sont censés être plus haut. Ouais, bah alors Nice, j'y crois absolument pas. Moi non plus. J'y crois absolument pas. D'ailleurs, voilà, vous avez tous vu ce qu'ils ont fait contre Benfica. Je pense que ça va pas être mieux. Terence Moffi devant, je pense qu'il reviendra jamais à son niveau qu'il avait à Lorient. Ça pour moi c'est mort. Voilà, je lui souhaite, mais pour moi j'y crois pas. Et puis voilà quoi. Ineos, je sais pas ce qu'ils font, mais ils mettent un peu moins d'argent. C'est Radcliffe qui est propriétaire de. Je dis Ineos parce que petite virage pour Vincent dans le cyclisme. Mais voilà, c'est Radcliffe qui est derrière et il a pas l'air de vouloir mettre trop d'argent. Il voulait Madi Camara de Brest qui est parti à Rennes. Et apparemment Nice proposait un salaire et Rennes proposait 80% de plus. Et Nice n'a pas pu s'aligner. Donc c'est pour vous dire que les caisses sont pas pleines. Mais ça leur a fait du bien en plus d'avoir un joueur comme celui-là. Donc Nice, je les vois 8/9e. Alors il y a des mecs qui vont dire quoi, c'est pas possible. Supporter niçois, c'est pas contre vous, mais c'est mon analyse. On verra bien ce qui va se passer, mais je vois potentiellement Nice en catastrophe industrielle cette année. D'ailleurs, on en reparlera, mais Nice en Coupe d'Europe, je pense que je joue très 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 souvent contre eux. Bon, après, j'arrive à la Bretagne. Il est temps quand même. Rennes. Rennes. Alors Rennes, bon. J'y croyais pas trop. J'ai un peu de mal avec Habib Beye. Pas contre l'homme, bien sûr. Contre rien à voir avec l'homme. C'est par rapport à ce qu'il fait au niveau tactique sur le terrain. Il a quand même un peu de temps l'année dernière. Ils ont fini 12e Rennes, je crois.
Bon, il a eu du temps pour travailler. Donc là, il a pu prendre quelques joueurs qu'il voulait, dont Mady Camara, notre meilleur milieu de terrain, box to box. Enfin, il a 3 poumons, le garçon. Ça va leur faire énormément bien. Donc Rennes, je l'ai mis un petit peu plus haut que je pensais, parce que pour moi, ils étaient 8, 9e. Allez, ils sont peut-être 6 ou 7. Voilà, Rennes. Et Rennes, l'avantage de Rennes et Nantes, c'est qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe. Donc c'est un match par semaine. Et quand les autres, ils vont se taper un match au milieu de semaine, et il y a des équipes qui vont tirer la langue, comme Lyon par exemple. Comme je vous ai dit, ils doublent pas les postes. Donc Rennes, potentiellement, voilà, ils peuvent même peut-être un peu plus haut si Abid Bey arrive à faire une bonne mixture avec tous ces joueurs. Et après, alors c'est pas du chauvinisme, mais je mettrais Brest. Voilà. Alors, stabilité. King Eric, c'est Eric Roy, qui est devenu une légende chez nous depuis qu'on a fait la Ligue des Champions. Il est resté. Voilà, il est resté. Donc aujourd'hui, on a un peu peur parce qu'il y a personne, enfin il y a pas beaucoup de joueurs qui sont venus à part un défenseur de 3. Mais pour moi, la meilleure recrue qu'on va avoir cette année, c'est Loco. Loco arrière gauche, qui a fait les Jeux Olympiques, qui s'est pété le talon d'Achille l'année dernière dans une finale des Blanches. Et si vous vous rappelez bien, il y a 2 ans, dans l'équipe type du championnat de France de Ligue 1, il y avait que des Parisiens dans l'équipe, et il y avait Loco, meilleur défenseur gauche, et Pierre Lesmelou au milieu. Voilà. Et les deux sont toujours là. On croise les doigts pour que Pierre Lesmelou reste. Donc Bradley Loco, connexion avec Ajorc. Il déborde sur le côté gauche, il centre. Ajorc va mettre sa tête assez souvent cette année. Voilà, pour moi, c'est notre meilleur recrue. Normalement, il est censé rester, même si ça tape à la porte. Mais je pense que Lorenzi lui a dit, vas-y, fais une bonne année cette année avec nous, l'année prochaine, on te laisse partir. Je pense que ça va faire quelque chose comme ça. On a gardé notre ossature, on a perdu notre gardien, on a pris Bizot, pareil, qui est devenu une légende chez nous. Il est parti en 2e gardien à Aston Villa. On a recruté, comment j'allais dire, Majeski, ou j'ai toujours du mal avec son nom, il vient juste d'arriver chez nous, mais le Polonais, qui jouait à Monaco. Très bon sur sa ligne, pas terrible au jeu au pied. D'ailleurs, premier match amical contre Sassuolo où je suis allé l'autre jour. Bon, premier ballon, premier cagade, but, mais il y avait une faute, donc voilà, il n'y a pas eu but, mais on verra bien comment il va évoluer. On a gardé notre ossature et je fais confiance à Lorenzi pour dans les 2 derniers jours du mercato prendre des joueurs soit en prêt ou pas très cher. On parle d'un jeune attaquant Monaco, 2 millions. Et on a aussi Makalou qu'on a acheté en janvier, joueur malien, élu soulier d'argent, Coupe du Monde des jeunes U17 ou U18. Je pense qu'il peut nous faire énormément bien. Il a été élu aussi meilleur joueur du tournoi de Hier-Toulon. Pour ceux qui savent, c'est un super tournoi d'équipe internationale. Et généralement, il y a pas mal de pépites qui sortent de ce tournoi-là. Il a été élu meilleur joueur. Donc ça, je pense que c'est encore une bonne pioche pour nous. Donc Brest, je vois top 10. Et dans mon fort intérieur, alors là, c'est le cœur qui parle. Dans les paris, il faut jamais faire parler son cœur. Mais honnêtement, pourquoi pas 6e? Et alors, avec un peu de chance, alors là, tout le monde va rigoler. Voilà. Allez, 4e. Là, tout le monde va rigoler, mais je vous signale qu'avec l'équipe qu'on a là, à 2-3 joueurs près, on finit 3e. On finit 3e et 2 ans. Donc, maintenant, à bon entendeur, salut. Je nous mets le PFC derrière, Paris Football Club. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'argent. Parce que voilà, ils font un recrutement assez intelligent. Je pense qu'ils vont encore prendre quelques joueurs. Voilà, ça va rester solide. Et puis s'ils sont mal à Noël, vous inquiétez pas, il y a Cheki qui va être sorti et ils vont voilà, pour moi je les vois pas descendre. Ils vont finir ventre mou du championnat. C'est bon Vincent, tu suis pour l'instant? Ah ouais, je suis, ouais. Ça marche. Tu vois qu'il reste plus beaucoup de clubs. Donc ensuite, il va rester en fait la bataille pour pas descendre. Donc il reste Lorient, Angers, Toulouse, Metz, Auxerre et Le Havre. Voilà, si je me trompe pas. Alors dans les équipes qui montent, Lorient, je les vois pas mal. Je pense qu'ils vont pas faire 2 fois la même erreur qu'ils avaient fait il y a 2 ans. Ferry qui est aux commandes, qui a aussi des billes en Angleterre. Bon, écoute, je pense qu'il a appris de ses erreurs. Donc voilà, je les vois aussi ventre mou du championnat. Je vois pas Angers dernier, avant-dernier, comme beaucoup les voient, parce que ça a gardé une ossature. Pareil, stabilité, je vous ai dit tout à l'heure. Angers, ça a pas d'argent, mais ça a gardé une ossature. Tous les mecs se connaissent. Et ils font une équipe autour de Le Paul, leur attaquant. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il est resté à Angers. Je pense que l'année prochaine, il partira. Et ils vont jouer pour lui, et il est plutôt pas mauvais. Donc pour moi, j'estime que Angers, avec cette histoire collective qu'ils ont déjà eue l'année dernière, ils ont perdu quelques joueurs, mais bon. Voilà, il y a quand même une bonne ossature qui reste.
Pour moi, je les vois pas descendre. Ensuite, on a Toulouse. Ah, le cas de Toulouse. Alors, je vais en surprendre peut-être plus un, mais moi, je les vois potentiellement dans la charrette. Pourquoi? Toulouse, alors, les matchs amicaux, c'était une catastrophe. Ils se sont pris des branlés, 6-0, 7-1, je crois, des choses comme ça. Leur président est parti, de mémoire à la Juve. Il a embarqué avec lui, entre guillemets, ses logiciels de data, où il réussissait à choper des pépites. Là, apparemment, il y a personne à la manœuvre un peu à Toulouse. Le meilleur joueur de Toulouse, pour l'avoir vu jouer à Brest, c'était Aboukal. Aboukal, il est parti. C'est vraiment un technicien hors pair. Il est plus là, donc Toulouse, honnêtement, et c'était sorti à 11 pour la descente. Et aujourd'hui, je crois qu'ils sont à 4. Donc, on voit qu'il y a de la pression, il y a de l'argent dessus, et c'est l'argent qui fait baisser les cotes, bien sûr. Voilà, donc Toulouse, moi, je les vois, allez, 17e ou barragiste. Je vais en surprendre aussi plus d'un, mais Auxerre, et ben la même chose. Alors, Auxerre, vous allez me dire, attends, Auxerre, ça jouait bien la dernière. Ouais, ça jouait bien. Le problème, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu Gaëtan Perrin, direction Krasnodar, et Jubal, direction Krasnodar. Krasnodar, club russe. Gaëtan Perrin, je vous donne juste des stats de l'année dernière, 10 buts, 10 passes. 11 buts, 10 passes d'ess. Il est pas là, vous perdez votre meneur de jeu et vous perdez Jubal. Auxerre, je suis désolé, mais pour moi, ça va être très, très, très compliqué cette année. Perrin, c'était leur Lionel Messi, quoi. Et il est plus là, et je vois pas comment vous allez le remplacer. Donc pour moi, Auxerre dans la charrette. Et après, j'ai un cas de conscience avec Metz et Le Havre. Parce que si je mets Toulouse et Auxerre dans la charrette, il reste Metz et Le Havre. Metz, ils ont réussi à garder Gauthier 1. Je sais pas si vous vous rappelez de lui, mais il a marqué un but, un lob, dans des matchs de la saison en barrage, fou, contre Reims. Et c'est voilà, c'est un peu le Gaëtan Perrin de Metz. C'est un peu leur maître à jouer. Ils ont réussi à le garder. La CAN aura un peu moins d'impact sur eux que les années d'avant. Donc écoutez, Metz potentiellement barragiste, aller juste au-dessus, voilà. Et Le Havre par contre, ouais, Le Havre, bon, beaucoup d'observateurs et tout le voient aussi. Là, ça va être compliqué, je pense, cette année, dans la charrette. Et j'ai gardé Nantes. Alors Nantes, pareil. Nantes pour moi, c'est comme Auxerre et Toulouse cette année. C'est là où il y a de la value. Kita est toujours là, bien sûr. Après, ils ont un entraîneur Dunkerque qui est venu, donc c'est pour ça que j'ai un peu du mal à. Ah, il est chaud, lui. Lui, il est chaud quand même. Ouais, mais c'est pour ça que, voilà, moi, je sais qu'à Brest, avec des joueurs moyens, quand t'as un bon entraîneur qui sait en tirer la quintessence et faire un groupe, souder les liens, faire un peu un groupe d'amis, tu vois, qui jouent ensemble, qui peut faire des choses. Bon, là, j'y crois, donc je les mettrai juste au-dessus de la ligne de flottaison. Ou en barrage, et puis Kita, là, mais là, le problème, c'est que tout le monde est parti. Et Ablin, qui reste pour moi le dernier gars qui peut un peu les sauver de la descente. Voilà, quoi, il est pas sûr de rester. Donc, si Ablin reste, écoutez, ils peuvent être juste au-dessus de la ligne de flottaison. Si Ablin part, pour moi, ils seront, voilà, comme Toulouse, Auxerre, Nantes. Les values sont là, je vous ai dit, c'était Angers qui était la cote la plus petite pour descendre, mais moi je vois pas forcément Angers descendre. Donc voilà un petit peu mon classement pour moi. Et dernière chose, tout ce que je viens de vous dire là, les intelligences artificielles, les data, c'est bien, mais c'est très 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 compliqué quand c'est pas des chiffres pour les data, les intelligences artificielles de prendre en compte ce ressenti et ce côté un peu humain, voilà, qui peuvent prendre en compte. Mais je suis désolé, quoi. À Auxerre, quand tu perds un mec qui t'a fait 10 buts, 10 passes d'ess, je suis désolé, tu peux pas jouer de la même façon que l'année dernière. Donc, et ça, le Opta et les IA ne les ont pas pris forcément en compte. Voilà, j'ai fait le tour, moi, pour le championnat de Ligue 1. Alors, Benoît, si je traduis un petit peu tout ça en paris, déjà, sur le haut du tableau, il y a Olympique de Marseille, podium à 1,70. Est-ce que ça te paraît valu ou pas? Ouais, oui, ça me paraît toujours valu, sachant que c'était plus haut, que ça a descendu. C'était autour de 2,10 quand c'est sorti. Ouais. Voilà, mais Marseille podium pour moi, mais je pense que tu peux trouver du 1,80, 1,85. Pour moi, podium, c'est voilà, c'est très envisageable, comme on dit. D'accord. Ensuite, donc Toulouse, la relégation à 4,50. Moi, sur tout ce que tu as dit, ce qui me plaît, c'est la relégation de Toulouse à 4,50. Tu vois, là, je pense que moi, personnellement, j'écoute. Encore bon à prendre.
Ouais, sachant que vu que j'observe les cotes, j'observe tout le temps les cotes parce que j'aime bien voir l'évolution. T'imagines que c'est sorti à 11? Ouais. Le train est passé ou pas pour toi? Alors, là, il y a toujours débat. Il y a deux équipes. Il y a ceux qui disent que si à 11 c'était value, la belle value était à 11, après ça vaut plus le coup. Bah ouais, mais si la cote est à Toulouse toujours à 5 et moi j'estime qu'elle vaut peut-être 3, oui, ça reste value en fait. Donc pour moi, c'est potentiellement pas mal. D'accord. OK. Et donc on a Le Havre qui descend à 2,50. Ouais, parce que forcément, il y a un moment donné, je te dis, il y a aussi l'argent que tu peux mettre dessus, parce que Le Havre, s'ils sont mal placés à Noël, ils vont pas pouvoir mettre d'argent pour recruter du monde, et ça, forcément, ça déséquilibre le championnat, hein. Voilà, comme d'autres. Kita, on a beau dire ce qu'on veut, mais s'il faut mettre un petit peu d'argent à Noël pour essayer de sauver son équipe, il va peut-être pouvoir aligner quelques millions, hein, à voir. Donc Le Havre, ouais, je pense que ça va être compliqué. Après, je te dis, c'est mon avis. Beaucoup de gens vont Angers descendre, parce qu'Angers c'est plus petit budget, et puis voilà. Mais ils ont quand même un homme clé devant. Alors si après ils blessent leur attaquant, potentiellement, voilà, faut voir. Mais en tout cas, ouais, Le Havre, je pense que dans les trois qui descendent, enfin les 2 plus 1, je pense que ça peut être encore intéressant. Et il y a des bouts qui sont pas d'accord, hein, parce que je crois que t'as du Le Havre à 2 quelque part, 2,50 ailleurs, tu vois, c'est pas forcément d'accord. Ok. Bah écoute, moi Benoît, hein, en fonction de tout ce que t'as dit, moi personnellement, hein, sur Auxerre, je suis pas d'accord parce que Pélissier. Parce que Pélissier, et pour moi, quand t'as monté Luznac en Ligue 2, t'as du Giroud en toi, si tu veux. Donc la solution, il va aller la trouver. Toulouse, donc écoute, je vais prendre un 4,5, hein, je vais mettre un petit 0,3% de bankroll sur la bankroll PLT, voilà, sur ce que t'as donné. Allez, hop, c'est parti. On confirme. Et puis du côté du Havre, donc du 2,5, on va mettre peut-être un petit 0,6. Allez, on va peut-être un petit 0,6. Moi, ce que j'aime bien comme pari, généralement, c'est prendre une équipe et couvert sur une autre. C'est-à-dire, c'est ce que j'avais fait l'année dernière, où j'ai eu du bol que les deux descendent. J'avais pris Saint-Étienne descend, remboursé si Montpellier. Bon, les deux sont descendus, donc j'ai gagné les deux. D'accord. Mais en gros, voilà, là, ça pourrait être, Le Havre descend, remboursé si Toulouse. D'accord. Je vous expliquerai un peu comment tout ça peut fonctionner et quel se mettre sur les deux. Bref, mais ça peut être quelque chose comme ça. Comme ça, si Le Havre descend, bon, tu gagnes ton pari. Voilà. Et si Le Havre et Toulouse descendent les deux, tu gagnes les deux. Et si Toulouse descend et pas Le Havre, t'es remboursé de ta mise. Donc moi, je vous expliquerai après un jour que j'aime bien potentiellement comme type de pari. Et ça fait un peu partie de ma spécialité. Toujours prendre un peu une couverture comme ça. Toujours pareil, en bon père de famille, pour essayer d'assurer un minimum un retour de mise si jamais le pari va pas dans le bon sens. Alors pour cette Ligue 1, Benoît, et pour terminer cet épisode, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois qui t'intéressent, peut-être des match-ups, peut-être un classement de buteurs, quelque chose que tu trouves pas mal? Alors une stat très très sympa. J'échange souvent avec une personne qui s'appelle Jérôme. Voilà, il a regardé un petit peu. Et il en est sorti que sur les 6 premiers du championnat de France, tous les ans, il y en a 2 qui changent. Marrant, ça. Tu vois. Donc, si tu prends un peu le classement de l'année dernière, sur les 6 premiers, normalement, il y a deux équipes qui seront pas dans les 6 premiers, remplacées par 2 autres. Je vous laisse une bonne réflexion avec ça. Ouais, moi, j'aimais bien, pareil, aujourd'hui, tout ça a bien descendu. J'avais repéré Biret, l'attaquant de Monaco, le Danois, qui était à Sturm Graz l'année dernière, donc je l'ai vu, parce que Brest a joué son premier match à Rodourou contre Sturm Graz, c'était notre première victoire en Ligue des Champions. But de Magnetti, des souvenirs, ça revient. Il a joué la première partie de saison à Sturm Graz, 13 matchs, 11 buts. Après, il a été acheté à Monaco. Monaco, 16 matchs, 13 buts. Donc, si tu cumules les 2 demi-saisons, il marque 24 buts. L'année dernière, meilleur buteur championnat de France, Ousmane Dembélé, Greenwood, 21 buts. Okay. Donc, tu te dis, voilà, potentiellement, c'est pas mal. Les bougs avaient sorti à 13. D'accord. Aujourd'hui, ça a été bien tabassé, ça a bien appuyé dessus. Il est à 5. Est-ce que c'est value ou pas toujours à 5? Potentiellement, j'estime un peu oui, mais
Mais moi, je pense que je prendrai un autre buteur plus tard, justement pour me couvrir. Si jamais il se blesse, le problème quand tu joues sur des coureurs comme ça, des buteurs, vous le savez très bien quand toi par exemple tu prends des paris cyclisme. Et moi, je te l'ai souvent dit de prendre potentiellement un mec qui gagne un grand tour, rembourser si un autre, parce que si le mec qui se casse la gueule, qui a un impondérable au cyclisme et qui arrive de temps en temps, bah voilà, pour pas perdre ta mise, potentiellement, si t'as pris un deuxième mec pour te rembourser, ce deuxième mec peut devenir premier du classement. Bon, moi c'est un peu pareil sur les buteurs, parce que les mecs ça reste des humains, ils peuvent se casser la jambe, des choses comme ça. Donc pour l'instant j'ai pris que Biret, mais je pense que je ferai une couverture bientôt, je ne sais pas encore. J'attends la fin du mercato. Mais voilà, il était à 11-13, maintenant il est à 5. Ce qui m'embête un peu sur lui, c'est pas forcément lui qui tire les pénaux. Et ça encore, c'est pas tout à fait défini, on verra. Greenwood le tire les pénaux et Dembélé potentiellement c'est pas lui, c'est Vitinha. Voilà, mais Greenwood, j'estime qu'avec Aubameyang cette année, il marquera moins de buts. Je pense qu'il fera plus de passes décisives, mais potentiellement il marquera moins de buts. En plus, t'as Zegrova qui arrive, c'est le même côté de mémoire. Voilà, ils vont alterner les deux. Voilà, mais j'avais repéré ça. Je trouvais que c'était très très intéressant comme pari. Ok, très bien. Ouais, tu m'en avais parlé quand la cote était à 11 ou 12, t'étais descendu à 6 là pour l'attaquant de Monaco. Bah oui. 5, moi je vais... Je t'avais dit que je comprenais pas la cotation, tu vois. Mais et donc on a passé une value. Tout simplement. Ok, Benoît. C'est tout pour cette Ligue 1 ? C'est pas mal, hein. Bah écoute, je pense qu'on est pas mal. On a fait pas mal le tour. Alors il y a des trucs qui me font marrer chez les bookmakers, c'est qu'ils te sortent. Il y a que en France que tu vois ça. Ils te sortent les buteurs et va-t-il marquer plus de 11 buts, plus de 13 buts, plus de 14 buts, plus de 15 buts, mais jamais moins. En fait, ils te proposent que du plus et jamais moins. Alors que d'habitude c'est plus ou moins de buts. Voilà, parce qu'ils ont peur, je sais pas s'ils ont peur qu'on joue sur le moins, j'en sais rien. Mais c'est spécifique à la France. Hein. Tous les autres bookmakers au monde, c'est plus ou moins de buts, c'est-à-dire Olivier Giroud va marquer 9,5 buts. Généralement c'est plus ou moins. Bon bah là je vous ai dit que j'aimais bien le plus. Après attention, Olivier Giroud il a 38 ans. Voilà, c'était une petite anecdote sur nos chers bookmakers français gérés par l'ANJ, où des fois je comprends pas tout, mais bon bref, on va dire que voilà, c'est comme ça en France. Et merci à tous, merci à Benoît pour ce deuxième épisode de Dans la tête d'un parieur. Alors bien évidemment, restez connectés soit à YouTube, soit à vos plateformes de podcast. Vous allez retrouver Benoît pour le troisième épisode de Dans la tête d'un parieur qui sera consacré à la preview de la Première Ligue 2025-2026.